dans le programme culturel ou pas ce mois-ci de Lisa. Alors au programme nous avons donc, j'ai ma petite feuille pour ne rien oublier, nous avons donc 3 séries, 2 documentaires, enfin 3 documentaires et 2 choses qui n'ont aucun rapport avec ça. Alors on va faire d'abord les séries. Alors il y a 2 séries dont j'ai déjà parlé, mais je vais y parler rapidement. La première, c'est Your Honor saison 2. Alors on retrouve évidemment Michael qui... ceux qui n'ont pas vu la première saison, arrêtez-vous tout de suite, parce que sinon je vais divulgacher l'histoire. Qui ne se remet très mal, enfin ce qui est normal, de la mort de son fils. Donc dans la fin de la saison 1, qui est en prison, et donc qui, on a un peu ras-le-bol. Voilà, il n'a pas envie, il a juste envie qu'on le laisse tranquille. Mais évidemment, les Baxter sont toujours là, toujours à la tête de la mafia de la Nouvelle-Orléans, et on lui donne, en gros, une possibilité... Alors, se racheter, si on veut, parce qu'il a quand même un peu détourné la loi pour son fils. Donc il va sortir de prison et il va être sous la pression d'un vice-procureur qui clairement lui dit c'est comme ça et c'est pas autrement, tu vas infiltrer le réseau Baxter et tu vas les faire tomber avec moi. Le seul souci c'est qu'il s'était pas douté que la petite amie de son fils était enceinte et que il est grand-père. Donc il va se retrouver dans une position assez inconfortable puisqu'il est le co-grand-père d'un petit garçon avec le fameux Jimmy Baxter, donc le mafieux. Alors cette saison est plus sombre, plus dans l'introspection, puisque plus ou moins on sait qu'est-ce qui est arrivé avant et quels sont les nœuds familiaux. Alors la femme du gangster est toujours aussi barrée, voire assez terrifiante, je dois dire. C'est une saloperie. Et chacun essaye de se maintenir comme il veut, parce que là, il y a des gens qui ont été impactés par les décisions prises dans la saison 1, donc si vous n'avez pas vu la saison 1, allez-y, sinon vous comprendrez rien. Alors moi j'ai trouvé que cette saison était vraiment bonne. Alors c'est moins intensif et moins addictif que la saison 1, parce que là, il y avait vraiment cette tension où on se disait à tout moment, le gamin peut se retourner ou avouer ce qu'il a dit ou autre. Là, on sait, toutes les pièces sont posées. Il y a peu de mensonges, enfin il y en a encore quelques-uns, mais c'est pas des gros mensonges qui peuvent emmener en tôle, puisque tout le monde, plus ou moins, voilà. Je dois avouer que les derniers épisodes sont quand même assez... Voilà, ça taille à la serpe, faut dire. Et il y a aussi que, enfin moi j'ai bien aimé la rédemption. En fait c'est un peu comme s'il renaissait et il se relâche derrière. En fait il fait un acte tout à fait incroyable à la fin. Mais je trouve que c'est très bien. Alors la fin ne poussera pas à la 3e saison. On est bien d'accord sur le sujet. Voilà, mais... Bonne saison de You Honor, ça aurait pu se finir la saison 1, ça n'a posé aucun problème. Visiblement, l'acteur, donc Bryan Cranston, a décidé de refaire la saison 2 parce qu'il a dit que la saison était très bien écrite sur le papier et à l'écran c'est bien foutu. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé la saison 2 de You Honor. Ensuite, nous sommes à The Mandalorian, saison 3. Comment vous dire? Là, ça va très rapide. C'est toujours un bijou. Visuellement, c'est un bijou. Écrit, c'est bien foutu. Les personnages sont bien développés. Alors là, on est vraiment avec les Mandaloriens, que ceux qui ont fait scission, qui sont un peu des hors-la-loi mercenaires, comme ceux qui veulent retourner à Mandalore. Évidemment, notre Mando national, enfin intergalactique, est toujours avec gros gounet, toujours aussi choupi. Alors lui, quand il fait avec ses oreilles comme ça, là, vous êtes là devant l'écran. Non mais de choupinou quoi. Voilà. Mais de temps en temps, le petit, il sait bien faire. Voilà. Non, mais non, sinon c'est bien foutu. L'histoire se tient. Il y a des univers incroyables. C'est vraiment exceptionnel le niveau de détail et de précision qu'ils ont fait dans les univers. Quelle que soit la planète, alors on est souvent à Coruscant, ce qui est très agréable à voir, mais il y a à un moment donné, on nous emmène sur une planète que plus ou moins, voilà, on n'a jamais vue, avec
un paysage un peu sur le paradis, etc. D'ailleurs, excellent, 2 acteurs, bah, je vous dis pas qui c'est, mais voilà, une chanteuse américaine, et un acteur, américain, mais qui est très connu plutôt sur ses rôles de un peu des fois de comique ou de lourdeau ou autre. Là, honnêtement, voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans cet épisode, par exemple, mais visuellement, vous en met plein la vue. Par contre, c'est toujours aussi bien foutu, c'est toujours addictif. Il vous trimballe d'un côté ou l'autre de la galaxie. Il y a toujours, évidemment, cette relation père-fils entre Mando et Grogu. Non, moi, honnêtement, de Mandalorian, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça a vraiment gommé les 7, 8, 9 qui avaient été un peu des catastrophes. Qui est dommage parce qu'ils avaient 3 personnages. Alors je sais que ça va faire hurler parce que tout le monde va me dire ouais mais la fille et tout. Non, la fille elle sert à rien dans la dernière trilogie. Enfin à part. Si, elle aurait eu un très joli rôle mais d'appui. Voilà, parce qu'ils avaient quand même 3 personnages vraiment charismatiques et qui avaient des super possibilités d'évoluer, que ce soit Kylo Ren, General Hux et Poe Dameron. Je peux vous assurer que ça, et vous mettez la fille derrière, justement, qui aurait pu faire une espèce de Milady traîtresse sur les 3. Moi, je trouvais que c'était génial, absolument. Mais ils ont foutu un bordel sans nom. Voilà. Tandis que Mandalorian, c'est génial. Voilà. C'est l'univers Star Wars, à part, mais dans Star Wars, Jon Favreau connaît tous les codes, visiblement. Il sait où attaquer le fan de Star Wars en mode ou en mode oh voilà. Donc, mais franchement, The Mandalorian, c'est vraiment la saison 2 aurait pu. Alors la saison 2 était très bonne, hein, la 1 elle est sublime, la 2 elle est très 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 bonne. Mais il y avait des moments où vous dites où il va, où il va. Non, là vous savez où il va. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, vraiment très très bon de Mandalorian et You Honor, mais Mandalorian est là, hein. Enfin You Honor est là, Mandalorian est là-haut, là-haut, là-haut. Voilà. Et troisième série, ça s'appelle Alaska Daily, c'est avec Hilary Swank qui coproduit d'ailleurs. Et qui est. Alors, c'est une journaliste de reporter de guerre qui travaille dans un très grand quotidien américain, new-yorkais, qui en fait se fait virer de son travail parce qu'elle a décidé de dénoncer quelqu'un. Alors, elle a des preuves, mais bon, évidemment, vu la personne qu'elle dénonce, bah, y a un problème de source parce que la personne qui lui a donné les informations disparaît. Donc voilà, elle est accusée d'avoir falsifié ses sources. Et comme elle refuse comme tout journaliste doit faire, de divulguer qui est sa source, elle se fait mettre au banc. Et donc le seul travail qu'elle trouve, en fait, du moins qu'on vient lui offrir, c'est un ancien mentor à elle dans le journalisme, qui est en Alaska, qui est l'éditeur en chef, le rédac chef de l'Alaska Daily. Elle se retrouve en Alaska, au trou du cul du monde américain, à Anchorage, et au début, bon, elle n'est pas très très heureuse d'arriver là, hein, parce que bon, c'est quand même une reporter de guerre, hein, elle n'est pas là pour compter les moutons, enfin, il n'y a pas de moutons, vous m'avez compris. Et en fait, elle se retrouve assez rapidement sur une affaire. Alors, il y a plusieurs ramifications, il y a pas mal de petits personnages dans la rédaction qui ont tous leur importance. Y compris le fils du patron du journal, y compris un mec qu'elle croise dans un bar, etc. Tout le monde a son importance dans ce truc-là. Mais elle va se retrouver très rapidement avec une jeune femme journaliste, donc une autochtone, comme ils se définissent dans la série, où on apprend qu'il y a des femmes, des jeunes femmes qui sont mortes, mais en fait comme elles sont autochtones, en gros la police n'en a rien à carrer, on est bien d'accord. Et il y a ce côté un peu... alors eux, c'est des journalistes, c'est des très bons journalistes, mais elle, c'est une hargneuse, hein, c'est un pitbull. Voilà. Et elle n'a peur de rien, donc elle fonce dans le tas. Alors on va la suivre sur l'évolution de cette enquête, les ramifications, qui a tué notamment cette jeune femme Gloria, et elle tire vraiment le fil. Elle a ouvert la boîte de Pandore et c'est le... Voilà. Alors c'est bien foutu. Ne vous attendez pas non plus à 24 heures chrono, hein, on est bien d'accord, mais c'est bien fait. Bon, Hilary Swank, elle fait du Hilary Swank, alors on aime ou on n'aime pas. Moi, des fois, elle m'exaspère un peu, mais c'est son personnage hein, qui est des fois un peu... Voilà. Elle a un personnage très tête à claque, très antipathique. Vraiment, c'est où ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a
des gens qui adoreront la série et qui se diront putain la Eileen elle est vraiment elle est insupportable. C'est vrai qu'elle est assez insupportable, mais qu'elle commence à alors pas baisser d'un ton, mais en tous les cas de se rendre compte de ce qui se passe petit à petit. Voilà. Moi j'ai bien aimé. Il n'y a rien de révolutionnaire dans cette série. Elle se suit. Le seul truc, c'est que vous êtes en Anchorage, vous êtes en Alaska. Il y a les us et coutumes. Il y a effectivement la façon de vivre des autochtones qui ont leur propre système, entre guillemets, de gérance. Et que, en gros, ils sont pris pour les gueux. Hein, parce que l'argent qui leur est alloué par le gouvernement ne leur arrive pas forcément, il y a de la corruption, il y a des enjeux pétroliers, des enjeux tout ça, qui sont mal foutus, enfin mal engagés, alors voilà, si on peut les virer de leur terre pour récupérer un petit lopin, mais faire passer une route tout en prônant qu'on est des écologistes, voilà, il y a toute la société, toutes les ramifications de la société, des ethnies, de l'économie en Alaska. Moi, je trouve que voilà, après, ça dénonce pas mal de trucs, ça y va au Karcher, hein. Mais c'est bien, voilà, c'est une bonne... je trouve que c'est une bonne série. Comme je vous dis, c'est pas la plus grande série du monde. Je pense que quand vous l'aurez vu, à la fin de l'année, vous l'aurez peut-être sûrement, en gros, pas oublié, mais en tous les cas, vous vous rappellerez pas de tout ce qui s'est passé. Mais c'est une bonne série, donc j'ai décidé de le mettre dans le programme culturel du mois, parce que ça peut vous faire passer du bon temps. Voilà, et puis ça depuis. Alors, on va peut-être passer aux objets. Les objets sont là. C'est pratique. Ouais, pratique. Alors, premier objet, si ça arrive à focuser. Premier objet, c'est donc le mascara Sky High de Maybelline. Alors, il y a le doré, là, enfin le rose doré. Et il y a celui-là. Alors, celui-là est waterproof. C'est-à-dire que quand je suis allée chez mon Monop, il n'y avait plus l'autre. Donc, j'ai acheté celui-là. Ils se tiennent aussi bien les uns que les autres. Moi, je pense, perso, qui suis quand même une fille qui met du mascara depuis qu'elle a 15 ans, j'en ai quand même utilisé certains. J'aimais beaucoup Rimmel London. Alors si vous êtes très fan de mascara cher, hein, je veux dire si vous pouvez mettre 40 €, 50 € dans un mascara, c'est vrai que le Révolution de Chanel, on est bien d'accord sur cette histoire. Mais pour pas cher, vous avez le Sky High. Voilà. Il tient la courbure, enfin pour mes cils. Après moi j'ai des cils longs et qui tiennent très bien. Je passe une fois et j'ai l'impression d'avoir des faux cils, moi. Mais c'est mes cils, voilà. Si vous avez des cils assez souples, qui sont pas longs, on s'en fout, il tient la courbure et surtout, il rallonge bien. Alors, si vous mettez 2 couches, vous allez avoir des yeux de Bambi. Voilà, mais bon, après à la base, il ne faut pas avoir des cils qui font 1 mm de longueur. Si vous n'avez pas de cils, ça ne fait pas de miracle, hein, voilà. Mais si vous n'avez pas trop de cils, vous avez des cils un peu droits, vous savez, qui ne courbent pas facilement, achetez-vous un gros courbe-cils, on est bien d'accord. Recourbe-cils, déjà vous avez l'impression d'avoir du mascara, vous mettez ça, c'est bon, voilà. Il est waterproof, il tient bien, il se démaquille bien. Moi je démaquille soit à l'eau micellaire de Uriage, soit à l'huile démaquillante. Les deux, ça part sans aucun problème. Bon après, je suis pas une adepte du récurage. Voilà, moi je prends mon temps pour me démaquiller, mais je peux vous assurer qu'après je passe un espèce de coton, enfin recyclable, enfin lavable, réutilisable. Il est blanc, il n'y a plus rien. Voilà, donc, alors si vous entendez du bruit, vous affolez pas, hein, voilà. Nous sommes à la Gambrousse, et donc Bibi fait la machine à l'étage inférieur, et donc il y a forcément du bruit. Voilà, et le General Lux gratte à la porte, parce que vous savez que General Lux, il ne supporte pas quand il est tout seul. Voilà. Donc ça, c'était mascara. Autre objet indispensable. Et donc ça, je l'ai vu sur une chaîne japonaise de vlog que je suis. Je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, je vous avais détaillé les 10 chaînes que je suis hors Booktube, et donc je l'ai vu sur la chaîne de la vie de Nami. Donc c'est une japonaise à Tokyo qui vit et qui fait des vlogs, et donc elle avait ça sur sa table de travail. À un moment donné, elle a montré ça en disant que c'était utile pour les tablettes. Donc moi je me suis dit oh, ouais tu parles et tout. C'est en bambou, voilà, ça fait ça. Et donc si vous avez par exemple devant chez vous un rail, vous pouvez le mettre, vous
pouvez mettre la tablette, le téléphone. Et alors pour la tablette, c'est nickel chrome. Parce que c'est pile l'inclinaison qu'il faut pour regarder une tablette. Et vous n'êtes pas comme moi, la gourdasse qui fait d'habitude un monticule de livres derrière pour tenir la tablette. Qui généralement glissouille au moment où vous avez les mains qui sont pas tout à fait propres. Voilà, non mais... Ah, il y en a qui c'est arrivé. Voilà, je sais, je me doute, il y en a qui sont quittes. Je vais le mettre derrière moi, ça. Donc je vais les mettre par terre parce que je sens que je vais faire une catastrophe naturelle. Ça risque rien. Voilà, donc ça c'était les objets hors culturels. Et donc on va finir par 3 documentaires. Alors il y en a un, c'est des petits documents, c'est tout sur Arte. Le premier, ça s'appelle La Lune et nous. C'est des petits épisodes de 3-4 minutes qui expliquent la Lune. Voilà, qui expliquent la planète, enfin, qui explique notre planète, qui explique la relation qu'on a avec ce joli satellite, qui explique qu'est-ce que la Lune, quelle est la composition de la Lune, pourquoi on est allé sur la Lune et pourquoi on essaye d'y repartir sur la Lune, voilà. Donc c'est des petites choses assez mignonnes, ça ressemble, enfin non, ça a un esprit un peu Méliès, vous voyez, voilà. Donc si vous voyez Méliès qui a joué avec ce genre de truc, quelquefois ça fait penser à ça. Il y a un petit bonhomme, Cosmotote, un petit bonhomme qui se promène et tout. Non, bah oui, 3 heures d'âge mental, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je peux pas faire mieux. Hein, voilà. Donc ça c'est le premier. Le deuxième c'est beaucoup moins drôle, hein, on est bien d'accord, ça s'appelle Science nazie, la race, le sol et le sang. Ça doit durer 1h40. C'est tout ce qui est véritablement la doctrine nazie sur la race aryenne, sur le sang, le sol, effectivement, et la science, et toutes les expériences qu'ils ont menées bien avant, celles qu'ils ont menées malheureusement dans les camps, mais avant, tout leur système de, on va dire, paramétrage, parce que ça, en gros, c'est ça, de mesures qui prouvaient que cette personne était de race aryenne et pas l'autre. C'est une doctrine et une croyance qui a été vraiment beaucoup développée par certains nazis, et je vous laisse découvrir lesquels, au sein même hein, du gouvernement et du système, qui étaient vraiment très férus. Alors certains de sciences occultes, certains de croyances, de divination, d'anciens dieux, etc. Donc il y a toute une croyance sur les Aryens. C'est pas forcément centré sur l'Allemagne, hein. Il y a une croyance autour. Alors c'est un film qui peut foutre la trouille, entre guillemets trouille, c'est pas... Alors c'est pas un film d'horreur, hein, on est bien d'accord, on n'est pas, voilà, vous n'allez pas hurler, si, à part hurler de vous dire putain c'est pas possible de faire ça, mais voilà, vous n'allez pas hurler de peur. Par contre ça peut expliquer beaucoup de choses, et ça peut aussi faire comprendre que quand on entend certains discours, à droite, à gauche, quelque part, dans le monde, il y a des endroits où on peut entendre ce genre de choses, alors ils en sont aux prémices, hein, tout petit, mais ça peut partir en vrille comme ça. Alors c'est intéressant d'avoir ce genre de documentaire. Arte fait des très bons documentaires sur ça, justement parce que c'est important de voir le mécanisme oui, le mécanisme de ces médecins qui, ayant quand même fait le serment d'Hippocrate, se sont retrouvés à faire des expériences ou à faire des mesures ou à adapter quelque chose en étant persuadés qu'ils faisaient avancer la science. Alors il y en a qui ont fait, hein, alors au détriment d'avoir tué des gens et de faire des expériences absolument abominables sur des personnes, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont trouvé des trucs, mais on préfère pas trouver quand c'est comme ça, voilà. Mais c'est hyper bien foutu, c'est bien documenté évidemment, les intervenants sont bons. Il n'y a pas de souci majeur sur les intervenants, tout est calibré mais au cordeau. C'est vraiment un bonheur, j'allais dire. Non, putain, tu peux pas dire oui, si, c'est un bonheur quand on aime l'histoire et quand on aime cette période-là. C'est un plaisir d'avoir des documentaires de ce niveau. Voilà. Après, évidemment, tout ce qui est dit dans le truc, c'est pas un bonheur, c'est pas un plaisir. On est bien d'accord. Mais ça a fait avancer la science, en l'occurrence. Voilà. Mais ça fait avancer. C'est-à-dire que même si, comme moi, vous savez presque la totalité de ce qui se dit dans le documentaire, que vous avez déjà vu, que vous avez déjà lu, que nana, les piqûres de rappel, comme je le dis en histoire, ça n'a jamais fait de mal à personne.
Voilà, c'est très bien les piqûres de rappel hein, en histoire, parce que ça vous rappelle qu'on est à un moment donné, tout peut partir très vite en vrille. Voilà. Donc ça, c'était les 2 documentaires qui sont plus histoire, sciences nat, évolution de la planète, machin. Alors le dernier, c'est l'instant fangirl. Attention, instant fangirl, hein. Ah non, mais vous allez voir, c'est du fangirl tout craché. Faut aller sur Arte. Et le documentaire que je vous propose d'aller voir s'appelle Messi Pop et ça parle de Keanu Reeves. Voilà, voilà. Alors là, je vous dis, 1 heure de Keanu Reeves, Lisa, elle était à plat. Non, ben, j'étais à plat ventre. J'étais en mode queenage intensif. Voilà, en fait, ils reviennent sur son trajectoire. Alors, où il est né, on sait tous qu'il est né à Beyrouth, qu'il a ensuite immigré en Angleterre, puis au Canada, machin. Bon, ça, voilà, mais ça revient sur sa vie perso, mais très peu. Sauf pour 2-3 événements qui mêlent sa vie perso à sa vie publique, mais surtout sur l'homme, c'est-à-dire le comédien, bien sûr, celui qui est arrivé dans des petits téléfilms à la télévision, qui a fait quelques films. Alors je rappelle que vous pouvez aller voir un des premiers dans lequel il est, c'est Youngblood, où il est hockeyeur, puisqu'à la base il voulait faire du hockey professionnel. C'est un plaisir des yeux que rien que le voir, il fait rien, on s'en fout, il est derrière, mais c'est bien, voilà. Et après, les rencontres. Et en fait, il montre que ce type, qui est un très bon acteur, au début, il n'était pas très cru par Hollywood. La première personne qui a su qu'il allait devenir un très grand, et quelqu'un qui a, en tous les cas, marqué l'histoire du cinéma, c'est Catherine Bigelow, qui l'a mis dans Speed. Elle savait qu'elle pouvait faire un acteur d'action, alors que jusqu'à présent, il n'était pas véritablement pris pour voilà, Point Break. Non, elle l'a pris pour Point Break, après il a fait Speed, et en fait elle a vu que sur Point Break elle pouvait en faire quelque chose, Catherine Bigelow, qui à l'époque était mariée avec James Cameron, et donc elle s'est dit, dans Point Break il va faire quelque chose, et puis il lui fallait un acteur qui puisse contrer entre guillemets le charisme de... Alors moi je le trouve pas charismatique, hein, Patrick Swayze, mais voilà, il avait une aura à l'époque, et donc il fallait un jeune acteur qui puisse lui tenir la dragée haute. On peut dire que Keanu Reeves a plus que la dragée haute. On a pris des sueurs froides, hein, enfin des sueurs chaudes, dans les salles de ciné à l'époque. Et ils reviennent sur le mec, lui. C'est-à-dire ses choix de carrière. Et il n'a pas fait de film... on va dire, il va pas gagner un Oscar avec John Wick ou avec Matrix, etc. C'est vraiment malheureusement des films où les acteurs, même s'ils sont excellents, ne gagnent pas d'Oscar pour leur performance. Mais c'est quelqu'un qui a toujours choisi des films assez casse-gueule, assez engagé quelquefois, il devance un peu l'appel, parce que Matrix, quand c'est sorti, enfin pour vous c'est peut-être il y a 20 ans, mais en tous les cas quand c'est sorti c'était quand même assez révolutionnaire. Maintenant ça l'est peut-être plus, mais en tous les cas ça l'était à l'époque, et c'est quelqu'un qui a des choix de vie tranquilles, c'est-à-dire c'est quelqu'un vraiment, en plus si vous aimez Keanu Reeves, vous le savez, sa vie privée c'est sa vie privée, c'est quelqu'un qui ne fait pas les carpettes, sauf quand c'est son film qui produit, enfin, ou qu'il est là pour la promotion, mais vous le voyez pas dans les parties jet set. C'est pas un mec de jet set, il vit tout à fait normalement, c'est un mec assez gentil, même plus que gentil d'ailleurs. Tous les témoignages des gens qui l'ont rencontré dans des circonstances de la vie quotidienne disent que c'est carrément un amour de garçon. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'aller distribuer de la soupe populaire le soir tard sans que quelqu'un sache qu'il est là. Il n'y a pas les caméras, parce que quelquefois quand vous voyez des stars, elles font des trucs, machin, mais il y a une caméra, il y a un journaliste. Les gens ne savent pas. Voilà, il va déjeuner, pique-niquer avec des sans-abri de Los Angeles, assis par terre pour ne serait-ce que discuter. Voilà, alors il y a des événements marquants dans la vie de Keanu Reeves, de drame, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été épargné malheureusement par la vie, hein. Que ça soit une de ses sœurs qui a été gravement malade, une qui est morte, il a perdu sa femme, enfin sa compagne 1 an après qu'ils se soient séparés, mais ils avaient perdu leur petite fille qui était prête à naître, hein. Voilà. Et un des plus grands drames de sa vie, c'est la perte de son meilleur ami qui était River Phoenix. Donc voilà, la séquence où il voit son nom apparaître sur une tablette et il embrasse juste la tablette avec la main, vous sentez qu'il ne peut pas aller au-delà de cette geste-là, qu'il y a des choses qu'il ne peut pas.
formulé. Donc il y a des gens qui parlent pour lui, mais qui le connaissent. Voilà. Moi j'ai trouvé que c'est un très très beau reportage, enfin en tous les cas un très beau documentaire, parce que c'est quelqu'un qui compte dans le cinéma, et s'il y avait plus d'acteurs comme ça, qui sont juste des acteurs mais altruistes, mais qui font pas des sbroufs, qui sont pas des bling bling, il est pas bling bling, et je pense que c'est pour ça grandement, alors pour ses rôles aussi, I Love You to Death, c'est un film assez excellent. Oui, Bill et Ted Adventure aussi, c'est drôle. Mais voilà, il y a des films marquants parce que vous les avez vus quand vous étiez plus jeune ou que vous les avez découverts après. Mais c'est quelqu'un on le sent qu'il est bon derrière. C'est-à-dire que on sent que c'est un homme bon, que c'est un gentil garçon. Ça se voit dans la façon dont il a dans les interviews. Si vous le voyez dans les interviews, il s'intéresse à la personne qui est en face. La personne l'interview et vous sentez qu'il répond, mais qu'il n'est pas là en promo. Il fait la promo, mais il est là vraiment gentil. Voilà. Si quelqu'un parle d'un truc et qu'il voit, c'est arrivé, moi je me rappelle d'une interview qu'il avait donnée sur Canal pour je sais plus quelle sortie. La personne l'intervieweur lui a posé une question et sa réponse à lui l'a ému au journaliste. Et vous voyez le mec qui rapproche sa chaise et qui commence à lui dire oui, non, mais voilà, et qui lui parle gentiment, et vous vous dites, mais tu es une star en loup de chaton. Voilà, donc c'est vraiment un très bon truc. Et puis pour nous, vous pouvez queener tout le long du documentaire, c'est, comment dire, ah, Keanu Reeves, c'est, voilà. Ah bah c'est, ah bah elle est choupie, hein. Ouais, oh bah oui, voilà. Et c'est quand même l'un des rares, hein, on rappellera, parce qu'il est donc né à 67, donc il doit avoir... il est né en 60... Non, il est né en 63. Donc il a 59 ans. C'est quand même un mec... c'est le seul mec, je pense, à Hollywood, plus ou moins, qui vit avec une femme de son âge. Et pas de 30 ans de moins. Oui, qui n'est pas trop faite. C'est une artiste. Voilà, elle a les cheveux blancs. Voilà, c'est une artiste, hein, vraiment. Alors, c'est l'archétype de l'artiste. Voilà. Mais elle s'en fout. Vous la voyez très rarement. C'est très rare qu'ils sont ensemble. Il y a eu une expo où elle est exposée, donc il est venu et il y a eu quelques photos, mais c'est très 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 rare. Donc franchement, c'est un mec qui vit normalement. Voilà. Je pense que c'est pour ça que voire beaucoup de gens adorent Keanu Reeves, c'est pour ça. Voilà. Donc ça, c'était le bilan culturel et pas que de Lisa. Donc 3 séries, je rappelle, Your Honor saison 2, The Mandalorian saison 3, Alaska Daily, je pense que la seule saison peut-être. Oh, peut-être pas, ça dépendra. Quoi que la fin. Peut-être. Ensuite, 3 documentaires complètement différents. La Lune, La science nazie, pas drôle ça. Et Sublime Keanu Reeves. Et donc les objets, la tablette, enfin le support pour la tablette, et donc... Non, j'ai tout fait tomber, donc laissez tomber. Le support pour la tablette et le mascara Sky High de Maybelline. Et cette vidéo n'est forcément ni sponsorisée par Kia pour la tablette, ni par Maybelline, mais sponsorisée par Bibi. Voilà. C'est moi qui fais les choses. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. La lumière est un peu bizarroïde, mais je ne pouvais pas faire autrement parce que vous voyez, il y a beaucoup de soleil et c'était le seul moyen que j'ai pas... C'était pas possible sinon. Voilà. Et puis je peux bien tourner ailleurs, mais après il y a Chouchou qui passe. C'est pas drôle. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Alors oui, c'est où le point lecture? Parce que j'aurai fini tous mes livres d'avril. Donc mercredi prochain. Soit le point lecture sera différé le dimanche d'après parce que je n'aurai pas, donc ça sera lundi c'est férié, donc le lundi c'est le 1er mai, donc ça sera le 30 avril, soit donc il y aura le 30 avril le dimanche soir, soit j'aurai fini et ça sera le mercredi 26, je crois. Vous voyez, le dernier mercredi du mois. Sinon le dernier mercredi du mois, si je n'ai pas fini, je verrai ce que je vous fais. Voilà, soit je vous fais une vidéo cuculapraline, soit je fais un tag. J'ai vu passer 2-3 tags qui étaient assez sympas. Alors je sais que j'en fais souvent en ce moment, mais il y a des gens qui aiment bien. J'ai vu passer un tag chez Elodie. Et Cartazina aussi qui l'a fait, qui s'appelle Le prochain ou la prochaine. Voilà, donc je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était sympa. Ou il y en a un autre aussi d'un booktuber québécois, canadien, québécois, que Karine a repris d'ailleurs pour la machine à remonter dans le temps, Karine de mon coin lecture.
Donc moi j'avais envie de faire à peu près la même chose qu'elle a fait. D'ailleurs je lui ai dit sous la vidéo, j'avais trouvé ça très bien de prendre une année et de faire un remonté dans le temps, des livres, des trucs, etc. Mais ça demande un peu de temps. Donc voilà, si je n'ai pas fini, je ferai peut-être ça parce que c'est quand même plus simple d'aller chercher des vignettes et de vous coller l'année en question ou de vous montrer ce que j'écoutais, ce que je lisais, ce que je bouffais ou autre. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc on verra. Soit je le ferai là, soit je le fais au mois de mai parce que j'ai trouvé que la vidéo était sympa et que bah, ça change. Voilà, et j'aime bien le booktube québécois pour ça parce que c'est complètement différent et c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, on se donne rendez-vous donc mercredi prochain, vous verrez bien ce que j'aurai. Bon, maintenant je vais ramasser les conneries que j'ai foutues par terre. Je m'améliore pas. Oh putain, il y a Alex qui arrive. Tous aux abris!